Chers agripreneurs, autour de ce bac que le caméraman peut vous montrer, on est en train de stocker de l'eau qui va permettre donc de fabriquer notre engrais local, notre engrais maison, notre engrais tropicalisé qui va utiliser nécessairement les éléments locaux qui sont déjà rassemblés ici. C'est un engrais que vous avez déjà vu certainement, mais que nous entrons aujourd'hui dans la phase pratique pour pouvoir l'utiliser sur notre parcelle de piment qui va être installée ici. L'espace est déjà apprêté, il faut juste mettre les poquets et bien entendu, comme il nous faut pratiquement 7 jours pour pouvoir faire fermenter notre engrais liquide, on se met au travail et tout de suite, après le jingle, nous allons vous présenter les différentes phases. C'est tout de suite après le jingle. Une fois de plus, chers agripreneurs, bienvenue à la ferme intégrée de Ngoumou, bienvenue sur la chaîne des fonceurs. Si vous regardez cette chaîne des fonceurs pour la première fois, moi c'est Roméo Lado, agripreneur, apiculteur, coach motivateur. Nous ne cessons de vous apporter dans nos différentes vidéos hebdomadaires des recettes, des techniques, des astuces, des méthodes, des stratégies, tout ce qui peut vous permettre justement de rentrer dans l'agro-pastoral avec moins de stress, avec moins de contraintes, avec un peu plus d'assurance. Aujourd'hui, nous rentrons dans l'engrais parce que depuis le Covid-19, les engrais ont pris beaucoup d'envol dans les pays africains. Le sac qui se vendait à 15 000 francs a pratiquement doublé, voire triplé dans certains cas. Et les agriculteurs sont aux abois. Ils se demandent à quel sens se vouer. Ils se demandent comment faire pour baisser un tant soit peu leur coût de production. Et donc, nous sommes arrivés à adapter ce qui se fait déjà ailleurs, notamment en Inde. Nous avons pu adapter cela, n'est-ce pas, au contexte africain, au contexte local, pour proposer quelque chose qui peut, dans une mesure certaine, parce que c'est déjà testé dans plusieurs pays africains, beaucoup nous ont fait un retour d'expérience positive. Nous allons donc aujourd'hui, une fois de plus, appliquer cela à cette parcelle où nous sommes en train de vouloir implanter le piment. Et là, nous rentrons directement dans le vif du sujet pour présenter les ingrédients qui vont permettre de fabriquer notre engrais. Ce qu'il faut dire d'emblée, c'est que dans la description, nous allons vous mettre le lien de la première vidéo qui montrait comment faire le même engrais dans un fût de 200 litres. Alors, cela permet d'obtenir un engrais brut qu'il faut maintenant diluer à 10%. Aujourd'hui, nous rentrons dans un système où nous allons fabriquer un engrais presque 4000 litres ici, 4000 litres au lieu de 200 litres, ce qui fait que nous allons fabriquer un engrais directement utilisable qui ne sera plus dilué. C'est pourquoi les proportions ne seront plus les mêmes que lors de la première vidéo. Donc nous allons présenter directement les constituants qui vont nous permettre donc de fabriquer notre engrais dans le bac qui est véritablement déjà rempli d'eau. Justement, les constituants, c'est quoi? La première partie, donc, c'est les constituants de l'engrais. Première chose, c'est l'eau. Nous allons remplir là pratiquement 4000 litres d'eau. 4000 litres d'eau, justement, pour pouvoir fabriquer cet engrais. Et nous voyons que c'est déjà plein là. On va renvoyer donc le tuyau dans le bac pour pouvoir remplir plutôt le bac. Parce que si vous voulez fabriquer 1000 litres d'engrais, ça va être plutôt dans un bac comme celui-ci. Vous aurez 1000 litres, mais là on veut quelque chose de plus grand. On a donc 4000 litres d'eau ici. Après les 4000 litres d'eau, justement, il faut apprêter quoi? 40 litres d'urine. 40 litres d'urine. Ça peut être les urines de lapin comme ici. Nous avons les urines de lapin ici qu'on a dû stocker. Si vous vous demandez comment on fait pour stocker les urines de lapin, regardez cette vidéo qui va suivre et on revient juste après. Ok, les urines doivent être collectées d'une façon
minutieuse pour ne pas être, pour être pur. Parce que si vous mélangez les urines avec de l'eau, etc., la concentration ne sera plus bien bonne. On va donc aller voir comment on fait pour recueillir les urines de lapin. Avancez. Donc, si nous avons notre clapier de lapin, vous voyez, on a fait de telle sorte que, approchez, vous voyez la tôle là. On voit bien la tôle. Quand les lapins qui sont ici, quand les lapins, vous voyez, voilà les lapins à l'intérieur. Quand les lapins qui sont là urinent, ça tombe sur cette tôle qui est en bas et ça tombe sur ce tuyau. Et l'eau et les urines, pardon, descendent ici et entrent dans le seau. Voilà comment on recueille ça. Et après, on stocke. Nous stockons les urines comme ça, de lapin. C'est ça qu'on utilise pour faire notre engrais. Donc voilà comment on peut faire un clapier, constituer son système pour pouvoir collecter les urines. Parce que quand vous achetez les urines de lapin, vous ne savez pas est-ce que c'est bien mélangé, est-ce que c'est pur, est-ce que c'est ça. C'est ça le problème. Donc, si vous avez la possibilité d'avoir un élevage de lapins où vous collectez vous-même vos urines, c'est très bien. Merci. Ben voilà, vous avez regardé cette vidéo, on continue. Voilà donc 40 litres d'urine de lapin qu'on va tout simplement verser dans notre bac. Hein. C'est des urines de lapin, c'est des urines pures qui ont été collectées. Hein. Et cette urine va apporter justement de l'azote, hein, de l'azote. Le collaborateur peut venir verser les autres urines. L'azote est extrêmement importante pour la croissance, le développement des plantes. Donc, cette urine est riche en urée. Et l'urée, vous savez, pour la croissance des végétaux, c'est très important. Le fameux NPK renferme N comme l'urée. Et c'est ça le rôle que va jouer les urines. Maintenant, deuxième chose qu'on va ajouter, le fameux Tithonia diversifolia. Le Tithonia, nous l'avons mis dans le sac. Vous connaissez bien cette plante qu'on appelle Tithonia ou fleur jalousie. Hein. Nous l'avons mise dans le sac. Nous sommes en saison sèche. Il n'est pas évident de réunir suffisamment de Tithonia. Et nous avons quand même pu en trouver. Hein. Nous avons pu en trouver. Vous savez, ça borde les rues ici en Afrique. Dans plusieurs villages africains, plusieurs campagnes, le Tithonia se trouve partout. On est en saison sèche, on n'a pas pu réunir suffisamment de Tithonia et c'est pourquoi nous avons donc convenu de remplacer une partie du Tithonia par une autre herbe. Ça, c'est pratiquement 40 kg de Tithonia que nous allons laisser dans le bac, 40 kg. Ben voilà un second sac de Tithonia qui va être lancé dans le bac. Et maintenant, on a complété cela avec quoi? Parce qu'on a pu avoir que 30 kg. On a complété avec 10 kg de fougère. Alors, vous voulez savoir de quelle fougère il est question? Vous allez également regarder la vidéo qui va suivre pour comprendre. Voilà, nous nous retrouvons en plein champ pour la récolte du Tithonia diversifolia. Mais comme on vous l'a dit, regardez, venez voir. Le Tithonia, nous sommes en pleine saison sèche, en plein mois de février. Le Tithonia n'a pas fière allure, il est tout sec, il est vraiment pas très développé. Hein. Il faut attendre les premières pluies pour pouvoir l'avoir en abondance, en surabondance d'ailleurs. C'est pourquoi nous allons prendre un substitut qui n'est pas loin, qui est à côté et qui produit très royalement en saison sèche. Hein. Il n'a pas de problème de sécheresse, c'est rien d'autre que la fougère. C'est cette plante que vous voyez là, ça qu'on appelle donc fougère aigle, la fougère aigle. Vous voyez comment on l'appelle aussi grande fougère. Elle est différente de la fougère qui se développe genre sur les palmiers. D'accord? Sur les palmiers, on a davantage ce qu'on appelle fougère mâle. Ici, il s'agit de cette fougère qu'on appelle fougère aigle et qui est très efficace dans les purins, hein, qui peut remplacer valablement le Tithonia. Hein, très riche, le purin de fougère aigle est très riche en micronutriments, en silice, en calcium, en magnésium, en azote. Véritablement,
Et même justement, c'est un insecticide, il chasse les pucerons, il éloigne tous les petits insectes qui peuvent nuire aux plantes si c'est appliqué vraiment tôt de manière préventive. C'est pourquoi nous allons la récolter. Nous allons récolter du Tittonia, mais nous allons également récolter cette fougère aigle qu'on a ici en très grande quantité. Voilà, on continue la vidéo. Voilà la fougère donc aigle que l'on complète, qui nous permet de compléter notre Tittonia. Et oui, il faut mettre toutes les urines, hein. Vous n'avez mis que 20 litres, il faut compléter les 20 autres litres pour faire les 40 litres. Donc, nous avons déjà à notre article quoi? 40 litres d'urine de lapin. Ça, vous pouvez mettre l'urine de vache, hein, ou l'urine humaine, hein. Ça, c'est tout à fait possible. On a mis 40 kg de Tittonia diversifolia ou de fougère. La fougère joue pratiquement le même rôle que le Tittonia, c'est très riche. Maintenant, la chose suivante qu'il faut ajouter, c'est la matière organique. Voilà, la matière organique, nous avons mis la déjection de porc et de poulet, hein. 40 kg également de déjection de porc ou de poulet. Là, nous avons pratiquement 20 kg. Et nous complétons également avec ceci, 20 kg. Ça peut être bien, comme on l'a dit, la déjection de porc ou de bœuf ou de vache. Hein. C'est des crottes d'animaux. Hein. C'est des crottes d'animaux. Tout cela contient la matière organique. De préférence, mettez ce qui est encore légèrement frais parce que ça comporte déjà beaucoup de micro-organismes parce que c'est un engrais de micro-organismes. Il s'agit ici de fabriquer un engrais riche en micro-organismes qui vont nourrir le sol, qui vont nourrir justement les plantes. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour accompagner ces micro-organismes? Qu'est-ce qu'il faut faire pour nourrir, pour multiplier en abondance ces micro-organismes? Nous avons de la farine. Ça peut être de la farine de mil, de maïs, de blé, de légumineuses, tout ce que vous voulez. Tout ce qui est farine peut être intéressant parce que ça contient de l'amidon. C'est ça qui est important. Donc, vous allez mettre de l'amidon, de la farine, c'est à peu près 2 kg. Bon, nous sommes là dans 4000 litres d'eau, autant pour moi, 4 kg. 4 kg de farine, cela permet donc de nourrir les micro-organismes. Toujours pour nourrir les micro-organismes, nous allons mettre tout ce qui est sucré. Et comme nous utilisons du naturel, nous avons de la banane bien mûre, qui va non seulement apporter du sucre aux micro-organismes, mais va également apporter du calcium avec la peau de banane, n'est-ce pas? Donc, vous pouvez la froisser comme ça, avec la peau. Vous n'avez pas besoin d'enlever la peau. Ça, c'est pour apporter du sucre et bien entendu du calcium à la solution. Vous pouvez mettre tout ce qui est fruit, hein, tout ce qui est fruit bien mûr et sucré. Ça, c'est l'objectif, c'est d'apporter des micro-organismes. Alors, beaucoup vont nous demander pourquoi on met ces affaires, ces déchets-là dans les sacs. C'est pour que l'eau ne soit pas très vite souillée. Hein. C'est une manière de filtrer l'eau qui va être par la suite utilisée. Donc, nous continuons. Nous avons des fruits comme l'ananas qui est également bien mûr. Hein. Je vous ai parlé des fruits sucrés. C'est des fruits naturels. Voilà. Des fruits naturels. Hein. Nous allons mettre comme ça des déchets d'ananas là. Voilà. Voilà. Tout fruit sucré peut être utilisé justement à cette fin-là, de manière à pouvoir nourrir les micro-organismes. Et voilà, c'est pratiquement l'avant-dernier élément, parce qu'il y a encore
un élément important qu'on va ajouter, toujours dans l'ordre des micro-organismes. On va chercher de la terre non souillée, de préférence dans un endroit qui n'est pas encore cultivé, qui n'a pas reçu des pesticides. On va prendre un peu de terre donc qu'on va ajouter. Ça peut être 2 kg de terre dans cette solution. 2 kg de terre, c'est suffisant pour pouvoir justement constituer une base également de micro-organismes qui vont se multiplier. Donc voilà, ça c'est un bac autour duquel généralement il n'y a pas de culture. Donc nous allons prendre la terre juste à côté. Nous allons prendre 4 poignées de terre. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste d'autre? Il y a un élément important qu'on peut ajouter pour augmenter la richesse de cet engrais en oligo-éléments, notamment toujours en calcium et en silice, en bore, en magnésium, c'est la cendre. Mais il ne faut pas en exagérer. On va ajouter à peu près 2 kg de cendre. Est-ce qu'on peut avoir un peu de cendre là à mener? On va prendre quelques poignées. Il ne faudrait pas en rajouter beaucoup pour éviter d'augmenter exagérément le pH de la solution. Voilà. Nous allons mettre comme ça 4 poignées, c'est suffisant. Nous rappelons que c'est une solution qui ne va plus être diluée par la suite et qu'on va utiliser comme ça directement au pied des plants. C'est pourquoi vous voyez autant d'eau. Voilà. Notre engrais est ainsi constitué. Nous rappelons les éléments de sa constitution. Nous avons mis 4000 litres d'eau ici. Nous avons mis 40 kg de Tithonia diversifolia ou de fougère, l'un ou l'autre en fonction de ce que vous avez autour de vous dans votre environnement. Nous avons mis 40 kg de déjection animale. Ça peut être des crottes de lapin, de chèvre, de mouton, de bœuf, de vache, de porc, l'un ou l'autre, ou l'un des deux, ou les deux mélangés en même temps. Ça dépend de ce que vous avez dans votre environnement. Nous avons mis du sucre naturel à travers justement des déchets de bananes mûres ou d'ananas. Ça, on en a mis pratiquement pour 4 kg. Et bien entendu, on n'a pas oublié quelques 4 poignées de terre qui contiennent des micro-organismes devant être multipliés ou démultipliés. Nous avons mis 4 poignées de cendre pour pouvoir justement enrichir la solution en micro-éléments. Et bien entendu, sans oublier la farine qui apporte de l'amidon, de la nourriture pour nos micro-organismes. Voilà la constitution de nos éléments. Utilisez des bacs en plastique et non ou bien en acier inoxydable, parce que si vous utilisez des éléments en métaux, en métal, autant pour moi en métal, s'il y aura de l'oxydation avec les réactions chimiques, ce n'est pas intéressant. Ici, nous avons un bac en béton que nous avons recouvert avec du plastique tout simplement. Et bien voilà, tout ce qui reste à faire, c'est de chaque jour, n'est-ce pas, pour favoriser donc l'aération du milieu, c'est chaque jour de venir tourner tous ces éléments-là que vous avez dans les sacs, de tourner pour favoriser l'extraction du purin qui s'y trouve, parce que c'est ça l'objectif, extraire le purin qui s'y trouve pour pouvoir au finish, après minimum 7 à 10 jours, avoir justement de l'engrais prêt à l'utilisation. Voilà, donc nous allons revenir quelques 3-4 jours après pour que vous voyez les signes de la fermentation, parce qu'il y a des signes qui montrent que l'engrais est en train de se fermenter et justement ça permettra véritablement après 7 à 10 jours d'avoir un produit puissant, un produit intéressant, un produit qui va permettre véritablement de fertiliser notre piment. On se retrouve donc 3 ou 4 jours après.
Ben voilà, chers agripreneurs, on se retrouve 3 jours plus tard dans notre bac pour observer les signes justement de la fermentation. Hein, c'est des bulles d'air que vous allez apercevoir. Vous voyez ces bulles d'air-là, ça veut dire que les micro-organismes travaillent déjà à la décomposition de nos différents produits. Les petites bulles d'air se montrent un peu de partout dans le bac. Ça, c'est des signes justement que notre produit est en train de gagner en puissance. Les micro-organismes sont en train de se multiplier, de se démultiplier. Voilà, chers agripreneurs, 7 jours plus tard, vous pouvez voir comment l'utilisation du produit a déjà commencé. Comment savoir que le produit est définitivement prêt? Vous allez voir justement, pour savoir si le produit est prêt, vous voyez qu'il n'émet plus de bulles d'air en surface. Il n'y a plus de bulles d'air qui se présentent en surface. Ça veut dire que la fermentation est pratiquement à son terme. Ça veut dire qu'on peut commencer à utiliser le produit. Et justement, comme je vous l'avais dit, ici c'est un produit déjà utilisable. On n'a plus besoin de le diluer à cause de la quantité d'eau qui a été prévue dès le départ. Si vous souhaitez voir le produit en termes de quantité brute à diluer, reportez-vous en description au lien qui s'y trouve. Vous allez regarder la vidéo où on fabrique le produit dans 200 litres. Là, c'est un produit brut qu'il faut diluer à 10% avant de l'utiliser. Ici, on l'utilise directement sur les plantes. On passe donc à l'utilisation concrètement. Beaucoup ont demandé cette question. Comment est-ce que ça s'utilise? Est-ce qu'on peut l'utiliser sur toutes les cultures, sur les cultures maraîchères, sur les arbres fruitiers, dans ma cacaoyère? Comment ça se passe? Voilà. Tout de suite, on vous montre comment faire. La première chose, c'est que vous pouvez utiliser ce produit dès la semence sur les graines. Quelles que soient les graines que vous voulez mettre justement en terre, vous pouvez commencer par booster justement la germination de vos graines en utilisant le produit. Si par exemple il s'agit du maïs, vous prenez du maïs que vous trempez dans le produit dilué, hein, dans du produit dilué pendant donc 24 heures. Le produit qui a cette coloration brunâtre à cause justement du purin qui a été extrait, vous pouvez justement tremper vos semences, que ce soit les céréales, les légumineuses, toutes sortes de semences. Vous les trempez pendant 24 heures pour stimuler la semence. Justement, au bout de 24 heures, après avoir trempé vos semences, vous pouvez faire du semis. Ça, c'est justement ce qui concerne les graines. En ce qui concerne maintenant la pépinière, vous pouvez justement tremper vos racines de plantules dans ce liquide dilué pour toujours stimuler la reprise de vos plantules. On va l'essayer tout de suite sur nos plants de piment. Vous allez voir comment ça se passe. Voilà, vous avez des plants de piment comme ça. Le collaborateur, venez monsieur, s'il vous plaît. Vous allez arroser les poquets qu'on a justement préparé ce matin, les poquets du piment, parce qu'on va tout de suite voir comment on va pouvoir repiquer ce piment. Donc vous voyez comment on est en train de mouiller, d'arroser les poquets. Il faut arroser profondément, hein, qui vont servir, n'est-ce pas, de repiquage, dans lequel on va repiquer nos plants de piment. Ensuite, ce qu'on va faire, on va devoir tremper les plants de piment dans le produit, hein, tremper les racines, comme vous allez le voir, voyez-vous. On va tremper les racines. Tout ça, ça permet de stimuler la reprise et de booster, de protéger. On peut faire le trempage là pendant pratiquement 30 secondes. 30 secondes, c'est largement suffisant. Et donc, après ce processus de trempage des plants à repiquer, vous allez donc justement passer en mode repiquage des plants dans les poquets qu'on a dû préparer. C'est assez simple à faire. Éloignez-vous pour que la caméra peut un peu s'éloigner et filmer pour qu'on voit. Le repiquage se fait comme de manière, n'est-ce pas, ordinaire, tout simplement.
Ça permet justement de stimuler vos plantes. Ça, c'est la deuxième façon d'utiliser le produit. Et ensuite, donc, on va passer à la troisième façon d'utiliser le produit. Ça, c'est au pied des plantes. Lorsque vous avez donc planté vos produits, vos semences et que ça pousse déjà, justement, au bout déjà de 7 jours, vous pouvez commencer à arroser au pied des plantes. Justement, ça va vraiment, les micro-organismes vont se charger de travailler sur le sol et de pouvoir justement enrichir le milieu et pouvoir faire une croissance saine et rapide de votre plante. L'arrosage se fait et là on est obligé d'utiliser une échelle parce qu'on a un bac qui est semi-enterré. Et donc, on puise le produit, on a presque 4000 litres de produit là. On puise le produit et comme vous pouvez le voir, on va au pied des plantes pour pouvoir justement arroser, nourrir nos plantes. Voilà l'utilisation de notre fameux engrais. Ça, c'est une parcelle qui sera pratiquement bio. On va utiliser ce produit à ce niveau-là pour fertiliser nos plantes, tel que vous l'avez vu. Et on aura justement un parcelle de témoins à côté pour pouvoir faire des comparaisons. Le moment venu, nous avons tenu à partager avec vous ces moments pour que vous-même, vous puissiez vous imprégner. S'il y a encore des interrogations qui subsistent, posez les questions en commentaire. S'il y en a qui ont pu justement utiliser ce produit, qu'ils partagent en commentaire les résultats auxquels ils ont abouti. C'est un produit qui est efficace. Il faut toutefois la discipline pour pouvoir l'appliquer et l'utiliser sur vos plantes. La dernière chose, j'allais oublier, c'est en pulvérisation. Vous pouvez utiliser ce produit à l'aide d'un pulvérisateur à dos comme celui-ci. Lorsque vous filtrez le produit, n'est-ce pas, pour qu'il ne bouge pas les buses de votre... C'est ça qu'on appelle buse. Pour que le produit ne puisse pas boucher cette sortie-là, vous filtrez le produit, vous le mettez dans le pulvérisateur. Lorsque vos plantes ont déjà pris, vous pouvez pulvériser tous les 7 à 10 jours. Tous les 7 à 10 jours, vous faites des pulvérisations en protection et en complément foliaire, en engrais foliaire, vous faites de la protection de vos plants. Voilà, que ce soit les arbres fruitiers, que ce soit les plants maraîchers, que ce soit justement les céréales, les légumineux, ce produit fonctionne parce qu'il s'agit du NPK, de l'azote, du phosphore, du potassium. Ça marche sur tous les plans. Allez-y, essayez, passez à l'action. La théorie a sa place, mais l'action compte davantage. Et nous serons bientôt ensemble pour vérifier ce que le terrain nous a donné comme résultat. À très bientôt. Merci.